Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Tac, voilà. Yes. Et bonjour à toutes et tous. C'est Patrick de Carvalho sur le podcast Je ne perds jamais. Alors aujourd'hui, je suis hyper content. Vous me voyez déjà sourire jusqu'aux oreilles parce que je reçois une entrepreneure à la fin que j'adore, qui est Sandy Giacobi. Bonjour Sandy. Salut Patrick, merci de me recevoir. Eh ben écoute, tu étais déjà venu avec ta sœur Ouais. et tu nous avais raconté votre parcours d'entrepreneur avec My Marketing Experience. Et puis je vous avais dit à l'époque que la porte ici était tout le temps ouverte pour vous et que vous pouviez revenir quand vous voulez. Alors justement, ça tombe bien. Parce que depuis, eh bien, tu as fait quoi? Eh ben, tu as accouché. Tu as accouché de quoi? Eh ben, non pas d'un enfant, mais d'un livre. Tu as écrit un livre, le livre que tu voulais écrire depuis très longtemps, je crois. Et donc, on va parler aujourd'hui de ton livre, Sandy. Eh ben écoute, avec plaisir. Ouais, effectivement, on peut comparer ça à un accouchement et une grossesse aussi d'ailleurs. Sauf qu'on prend pas de poids. En tout cas, personnellement, je n'ai pas pris de poids pendant l'écriture de ce livre. Ça peut rassurer. T'as pas grignoté? Non, oui, j'ai peut-être grignoté, mais j'ai pas le souvenir. Donc c'est un peu difficile de grignoter et d'écrire en même temps quand même. C'est pas très commode. Donc j'assure tout le monde là-dessus. Le corps ne change pas spécialement pendant l'écriture du livre. Et par contre, entrons dans le vif du sujet. Ton livre, c'est un livre que toi tu gambergeais dessus depuis très longtemps, parce que je crois que tu es fan, tu es même passionné d'une discipline qui est pas très courante, il faut le dire. Tu vas nous raconter ça. Et donc c'est l'écriture va te prendre au final combien de temps avec un peu de recul? Alors j'ai mis 9 mois pour l'écrire. 9 mois. Ouais, donc et c'est bien. Ouais, 9 mois, de janvier à septembre. Et en réalité, le projet de livre, je l'avais pas depuis très longtemps. Je m'intéressais donc à la discipline dont tu parles, c'est la paléoanthropologie. Et avant que vous ne partiez tous, c'est juste l'étude de l'évolution des espèces humaines. C'est un mot ultra barbare, très dur à dire en plus, sans Oui, se tromper, sur l'étude de l'évolution des espèces humaines. Alors ça, je m'y intéresse depuis très longtemps. Mais l'idée d'en faire un livre qui rapproche les leçons de l'évolution d'Homo sapiens et de l'évolution pour développer et faire durer ton entreprise. Je l'ai eu en 2023, donc ça fait moins de 2 ans. Et ouais. Et juste quelques mois plus tard, j'ai commencé l'écriture et 9 mois d'écriture. Et là, le livre vient de sortir. Donc, en réalité, ce processus-là est allé, alors je vais dire assez vite. Pour beaucoup de gens, ça paraît long. Mais pour l'écriture d'un livre, c'est pas hyper long. Non, c'est pas très long. J'en sais quelque chose. Voilà, toi, tu t'es bien placé pour le savoir. Voilà, moi je sais justement, comme tu disais, accouchement péridural ou pas, bah oui, ça peut être dans la douleur, l'accouchement d'un livre. C'est pas évident du tout. Effectivement, il faut énormément de régularité, d'abnégation, mais on en parlera dans une de la discipline, oui. Voilà, tout à fait. Exactement. Alors, effectivement, on n'est pas du tout. Tu as raison de le souligner. Ce qui est très intéressant dans ton approche, c'est que on va dire le titre du livre quand même. Oui. Homo Entrepreneurus. Le livre s'appelle Homo Entrepreneurus. Il est juste derrière moi, on le voit ici. On le voit là, tout à fait. Et ce qui est génial, et donc c'est pour ça que je suis très content de te revoir ici, c'est que ton approche a été justement de travailler et je dirais, de mettre en relief et en miroir, eh bien, l'évolution de l'homme, on va avec un grand H. Avec un grand H, tu as raison. Avec l'entrepreneuriat.
Hein, et donc c'est Exactement. ça qui est super intéressant parce qu'en plus, premièrement, bravo Sandy parce que ça ne s'est pas fait, ça n'existe pas. À ma connaissance, je ne connais Ça pas n'existe pas. de livre sur l'entrepreneuriat et sur ça. Donc bravo, tu as trouvé une niche. Alors toi qui es forte en marketing, c'est pas mal. Tu t'es niché et ça c'est chouette. Alors Et c'est rigolo quand tu dis ça parce qu'on me l'a déjà souvent dit, c'est assez bien. c'est Alors, vrai, ça n'a jamais été fait, tu t'es niché. Je dis oui, mais comme quoi, souvent, ça vient d'une singularité que tu peux avoir. exact. Et dans le positionnement, puis si on parle vraiment entrepreneuriat et marketing, ben souvent ton meilleur positionnement, c'est là d'où vient ta force et ta singularité. Et je parle en tant que personne, mais aussi en tant qu'entreprise. Hein. Attention, on n'est pas tous enfin, déjà moi je suis pas une entreprise d'une personne, mais qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise ou qu'on soit aujourd'hui ce qu'on appelle solopreneur. Mais souvent, ton bon positionnement, celui qui va faire la différence, c'est celui qui part de ta force et de ta singularité. Alors moi, j'ai compris un peu tard. Hein, j'avais pas forcément perçu que c'était spécialement une force, mais c'est très juste ce que tu dis. Et je crois que tu me l'aurais dit il y a 2 ans, je t'aurais envoyé balader en te disant mais n'importe quoi. Mais comme quoi, on peut mettre du temps à réaliser les choses. Hein. C'est un processus aussi de prendre C'est un grand débat conscience de ça. d'ailleurs, Sandy, le positionnement marketing, le fameux ICP, le profil de client idéal, etc. Il y a, c'est pas toujours évident d'ailleurs d'être hyper niché, d'être toujours dans la niche. Finalement, la niche, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin bon, c'est pas en marketing, Alors, c'est. ouais, et puis en plus, moi je pense qu'on n'est pas obligé d'être ultra niché non plus. Il y a une C'est vrai. différence entre la niche et le positionnement. Le positionnement, c'est la perception qu'on va avoir de toi, et la niche, c'est à qui tu vas t'adresser. Et je suis pas convaincue qu'il faille forcément toujours être ultra niché. C'est une stratégie valable, la stratégie de niche, mais c'est pas une obligation absolue pour tout le monde. En tout cas, en revanche, c'est rigolo parce qu'on va déjà dans le sujet bien hard là quand même. En revanche, sur la partie positionnement, c'est nécessaire d'avoir un positionnement qui est différenciant en termes de perception. C'est-à-dire que pour certaines personnes, tu vas paraître, ils vont même pas te voir, c'est pas grave parce que tu t'adresses pas à elles, et pour d'autres, elles ne verront que toi. C'est ça qu'il faut aller trouver en fait. Ouais, tout à fait. Clairement. Donc, alors, on est effectivement, comme tu dis, on a digressé sur du marketing, mais on va revenir au mot entrepreneuriste puisque ce qui nous intéresse. Ah mais on en parle de ça dans le mot entrepreneuriste d'ailleurs. C'est vrai, justement. Toi, comment tu as, pour le coup, en étant autant passionné depuis autant de temps, hein, puisque je crois que il me semble que dès ton adolescence, t'étais à fond dessus, non, hein, c'est ça. Hein, voilà. Donc, t'as eu le temps de. J'ai eu le temps, ouais. de lire tout ça, de cogiter tout ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est que tu puisses justement nous dire alors à ce moment-là comment tu as organisé ça et quelles sont les leçons, tu vois, le cheminement que tu as eu par rapport à ce que tu peux ressortir entre l'évolution de l'humanité et puis pour le coup le monde de l'entrepreneuriat. Comment tu as réussi à tirer, je dirais, un petit peu les points clés de ça? Très bonne question. Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser, comme tu dis, donc la paléoanthropologie, donc l'étude de l'évolution des espèces humaines, avec un gros focus, on va dire. Je suis très intéressée par l'homme de Néandertal, donc qui est une autre espèce humaine disparue depuis à peu près 40 000 ans et qui vivait notamment en Europe. Et quand je m'y intéressais, évidemment, à l'adolescence et même jeune adulte, j'étais pas entrepreneur. Donc, je m'intéressais à la discipline juste par passion, mais sans faire de lien avec l'entrepreneuriat, puisque je n'étais pas entrepreneur. Et même pendant mes études, honnêtement. Et puis, j'ai toujours été intéressée par ça, mais je dois dire que c'est quand même ces 10-15 dernières années où je m'y suis vraiment mise de plus sérieusement, j'ai même 10 dernières années. Tout simplement parce que la recherche a fait beaucoup de progrès. Il y a eu énormément de découvertes. Aussi, c'est ça. Oui, il y a eu des découvertes puisque il y a eu le séquençage du génome de l'homme de Néandertal, il y a eu le séquençage du génome de Sapiens, ça n'existait pas quand j'étais ado, et puis même honnêtement c'était début des années 2000, hein, donc il y a quand même une différence entre le moment où ça sort et le moment où ça sort, où les livres sortent et c'est rendu public. Les papiers scientifiques. Voilà, et puis où c'est rendu public et digeste par des gens qui ne sont pas scientifiques, puisque moi je ne suis pas scientifique, même si par la force des choses j'en ai quand même beaucoup avalé des livres scientifiques, mais c'est pas ma discipline. Moi j'ai absolument pas de formation là-dedans, c'est vraiment une pure passion. Et de ce fait, comme il y a eu beaucoup de découvertes, ça a alimenté ma curiosité encore plus, et ça correspondait au moment où je suis moi-même devenue entrepreneur en fait, puisque moi ça fait 15 ans. Alors les premières années, je t'avoue
comme tu en as parlé tout à l'heure, tu parlais de grossesse, les premières années, entre ça, faire des enfants, j'avais un peu le nez dans le guidon, trouver du temps pour lire, ça devenait très très compliqué. Mais à partir du moment où j'ai pu m'y remettre sérieusement, c'est là où plus je lisais et plus j'ai commencé à faire des parallèles entre ça, entre l'évolution et des espèces humaines, pas que de sapiens, mais il y avait de la concurrence, on n'était pas seuls, il y avait 4 à 5 espèces humaines sur Terre, c'était un peu comme dans aujourd'hui ce que tu connais, tu avais des concurrents. C'est fascinant, quoi. Exactement. C'est la guerre du feu ou c'était pas encore la guerre du feu? Non, et en fait, il y a aucune trace, alors ça veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ils n'ont pas retrouvé de traces de conflit. D'accord. Okay. Voilà, donc dire que Sapiens a exterminé Néandertal, on n'en sait rien. En fait. Il a certainement contribué, d'ailleurs on en parle dans le livre, mais il n'y a pas de traces d'extermination en tout cas. Ce qu'on sait, et ce que la science a pu démontrer, c'est qu'en fait, la disparition de Néandertal est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. Et en fait, on va se pencher dessus. Et d'ailleurs, je ne vais pas spoiler, mais le premier chapitre du livre, globalement, parle du fait que entre ceux qui réussissent et ceux qui perdent, donc ceux qui ne réussissent pas, finalement, la limite est très fine. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les atouts, tu peux être très bien adapté, tu peux avoir une technologie qui fonctionne, tu peux être là depuis 300 000 ans, puisqu'on parle, Néandertal était là pendant 300 000 ans, et disparaître très vite. Et disparaître, tout à fait. Ouais. Et ça arrive aussi chez les entreprises. Et donc, on va analyser tout ça. Et en fait, toi qui as aussi un bon background d'entrepreneur, toutes les thématiques autour de développer son territoire, conquérir des nouveaux marchés, l'utilisation de la technologie, l'évolution de la technologie, on en parle. Yes. L'acquisition et le développement, et je dis bien les deux mots, acquisition ou développement d'avantages concurrentiels, quand tu arrives sur un nouveau marché. Se démarquer. Ouais, tu arrives sur un nouveau marché. Par exemple, Sapiens, quand il est sorti d'Afrique, il venait d'Afrique. Il ne connaissait pas ce que c'était le froid de l'Europe. S'adapter à ça, c'est comme une entreprise qui a besoin de s'adapter à un nouveau marché. Yes. Donc ça, on en parle. C'est comme ça que j'ai pu faire tous ces parallèles. Ouais. En fait, c'est vraiment dingue, Sandy, parce que tu viens de justement faire la démonstration la plus je dirais géniale possible. C'est que tu viens de nous parler d'univers, de tout ce qui se passe dans une entreprise, enfin pour une entreprise, effectivement, et on voit que ça coule de source en fait. C'est génial. C'est-à-dire que c'est le retour que j'ai le plus souvent. Je m'attendais pas du tout. Vraiment les premiers lecteurs, j'ai reçu beaucoup de messages. C'est super gentil d'ailleurs. Merci à tous les gens qui m'envoient des messages. Ça me fait hyper plaisir parce que j'ai vraiment flippé en faisant ce livre. Et ils disent, j'y croyais pas trop. J'étais très sceptique sur le parallèle. Et en fait, ils me disent tous, c'est une évidence quand je le lis. C'est une évidence. Quoi, tu as réussi et c'est tout l'intérêt que tu as eu de faire ça, c'est que tu as finalement toi cristallisé, posé des mots et donné un regard et des explications sur ce phénomène-là qui de prime abord nous paraît vachement éloigné, tu vois. C'est ça. Mais l'avantage c'est que tu peux l'utiliser. L'avantage c'est que toute cette expérience et ces constats, ces observations que tu peux faire, tu peux les utiliser pour ton entreprise. L'idée c'est pas juste de s'asseoir et de dire ah ouais c'est cool. Non. L'idée, c'est de te dire, j'ai compris, je vois pourquoi c'est pertinent, qu'est-ce que je peux en tirer pour passer à l'action et durer, prospérer, survivre. Et c'est de ça aussi dont on parle dans le livre, parce que juste faire le lien, ça t'aurait amusé 2 minutes, mais on parle des leçons business et quel est le plan d'action pour exécuter. Ouais, donc c'est vraiment, j'allais venir à ça en te disant que potentiellement ça peut devenir un livre de chevet entre guillemets d'une équipe commerciale, d'une équipe marketing, parce que d'un dirigeant, je dirais, tous les gens qui prennent des décisions. Ouais, c'est ça. Ça s'adresse aux gens qui doivent prendre des décisions dans leur entreprise, clairement. Yes. C'est surtout ça. Ça s'adresse pas aux gens qui n'ont pas d'entreprise ou qui prennent pas de décision. Clairement, ou alors ils sont juste curieux et ça peut le faire aussi, mais ils y verront moins quelque chose d'actionnable dans leur vie. Alors, c'est pas un livre de développement personnel, par exemple. Ce qui est intéressant, Sandy, c'est que toi, tu as pu finalement démontrer. Alors là, en plus, à une échelle de temps qui est juste génial, parce que parfois, tu vois, on dit ouais tiens, dans les années 1800, 1900, il s'est déjà passé des trucs qu'on retrouve maintenant. Mais si tu veux, quand c'est à l'échelle d'un 1800, 1900, c'est pas aussi impressionnant que là de te dire là on parle de
il y a waouh, il y a quelques centaines de milliers d'années, oui. Tu vois, et te dire que waouh, on est dans les années modernes, des années 2000, tu vois, 2025 maintenant, se retrouver avec des choses qui sont parfaitement, en fait, qui matchent parfaitement sur la manière de s'adapter, la manière d'évoluer, comme tu dis, les territoires, la concurrence, etc. C'est juste, tu vois, de dingue. Mais si tu prends alors moi je l'ai pas fait parce que c'est pas mon truc à moi, mais si tu prends ce qui se passait actuellement, moi je lis un livre qui se passe, ça s'appelle La fileuse de verre d'ailleurs, qui se passe à Venise, en Vénétie, et c'est sur toute l'industrie du verre à différentes époques. Mais en réalité, c'est pareil que ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est des marchés qui se transforment. Toi, tu as l'impression, et c'est un biais qu'on a tous en tant qu'entrepreneur, c'est que tu vas entreprendre pendant 5, 10, 15, 20 ans, et parfois plus si tu as de la chance. Tu as toujours l'impression que ce qui t'arrive et ce que tu connais, limite, personne l'a connu avant toi. Un peu comme quand, tu sais, tu as un enfant pour la première fois, ton premier enfant, tu as l'impression que tu découvres que tu es la première personne sur Terre à avoir un enfant. En tout cas, en tant que femme, c'est souvent ce qui t'arrive. Alors qu'en fait, t'es gentil, on va remettre à l'échelle. Tu dois être au moins la 150 milliardième à avoir un enfant. J'exagère, je connais pas les comptes, mais... Et c'est un peu ça. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on vit, même s'il y a l'IA, même s'il y a plein de problèmes, ou de challenges plutôt que des problèmes, probablement qu'à différentes échelles, différents moments du temps, tous les entrepreneurs l'ont vécu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Et donc en fait, de prendre ce recul très loin dans le temps, ça permet d'avoir justement beaucoup plus de recul et de leçons à en tirer, en fait. Oui. Oui, parce qu'en plus, on peut supposer, si tu veux, que à cette époque-là, une évolution ou un changement avait des proportions tout aussi considérables que nous maintenant avec l'IA. Tu vois, là, on est là, entre guillemets, on fait pipi partout. Oh là là, l'IA, ça va tout casser, tout distribuer, tout révolutionner, tout bidule. Non, c'est une transformation. Il y a 300 000 ans, tu vois. C'est une transformation. Ouais. C'est une transformation et avec un besoin de s'adapter. Je dirais que un des challenges auxquels tout le monde n'a pas été confronté, auquel nous on est confronté quand même, c'est tout l'aspect environnemental, crise climatique. Alors il y a eu des crises climatiques, faut pas déconner non plus. Pardon, j'ai déjà dit un gros mot, mais dans. C'est pas grave, on parle ici, on parle vrai. Voilà, il y a eu des ères glaciaires, il y a eu voilà. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous on le connaît à une échelle qui est très rapide. Alors que c'était sur des échelles un peu plus longues. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu des périodes où c'était très rapide aussi. Il y a peut-être pas autant d'industrie. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cet épisode-là de crise climatique est réel. Il faut s'y intéresser et être particulièrement, on va dire, innovant et créatif pour y répondre. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu inclure d'ailleurs un chapitre sur le sujet, sur la partie climatique, qui est le dernier chapitre d'ailleurs, et qui, je pense, résonnera chez pas mal de gens, je pense, parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Ce qui est intéressant dans l'approche que tu as finalement, que tu as eu là avec Homo Entrepreneurus, c'est que tu vois, je fais du marketing et de la communication. Je répète, Homo Entrepreneurus, retenez bien, c'est la communication, c'est de la répétition. Donc Homo Entrepreneurus, le dernier livre de Sandy Jacobi. Je peux pas te faire un petit t-shirt aujourd'hui. Regarde, j'ai déjà le branding de Je ne perds jamais. Mais alors moi c'est du petit lait pour moi un livre pareil, parce que moi qui suis sur l'apprentissage tout le temps permanent et d'apprendre toujours plein de choses, etc. Et là, ce que je trouve incroyable avec ce livre, c'est que ça nous apprend énormément de choses avec, si tu veux, une approche qui est pas du tout guindée ou un livre business, tu vois. Et donc, je pense que tu vas avoir et tu as d'ores et déjà un grand succès parce que, comme tu dis, des dirigeants, des entrepreneurs et tout un chacun peut parfaitement trouver, je dirais, à son échelle, apprendre énormément de choses sur l'évolution de notre espèce. Et c'est passionnant, tu vois, même sans aller sur des trucs hyper techniques, c'est passionnant. Ah non, c'est pas technique, heureusement. Ce que tu racontes, tu vois ce que je veux dire, ce que tu racontes sur tout ça, c'est génial d'apprendre et d'avoir de la perspective. Et je trouve que c'est une superbe manière, comme tu dis, de te familiariser avec des disciplines comme, oui, pourquoi pas, le marketing, la concurrence, l'entrepreneuriat, etc. Et c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose de très robuste ou technique ou parfois même j'ai pas le mot, mais tu vois, difficile d'accès, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quand tu te plonges dans le marketing, dans la concurrence, dans le bidule, vous, c'est votre métier, mais c'est pas des disciplines faciles à aborder. C'est pas des disciplines faciles. Après, on en parlera peut-être, mais
comme j'avais fait une étude quand même avant l'écriture du livre, on parlait d'ICP tout à l'heure, moi j'avais fait des questionnaires, j'avais fait des entretiens. Et j'ai fait aussi tester l'accessibilité du livre. C'est-à-dire que D'accord. Je dis pas que j'ai testé l'UX du livre, mais c'est un peu, je sais pas si ça se dit pour l'écriture, mais j'ai fait tester pour m'assurer justement que c'était digeste, accessible et compréhensible par tout le monde. Yes. Tout à fait. Et alors toi, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu avais une connaissance finalement bien supérieure à la moyenne, puisque étant passionné de ça depuis ton plus jeune âge, t'avais accumulé énormément de connaissances. Ce que je trouve intéressant, c'est que toi-même, quand tu étais en train d'écrire, tu arrivais et tu réussissais à justement te dire, tiens, là, ce sujet de l'anthropologie, de l'évolution de l'humain, eh bien, je peux le raccorder à ce point-là de l'entrepreneuriat, ce point-là. T'arrivais à faire ça Alors oui, c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. En fait, quand je lisais, je prenais des notes. Ouais. Je prenais des notes et c'est en prenant autant de notes qu'après je me suis dit, mais en fait, un jour, je me suis dit, peut-être je pourrais en faire un livre. Et quand j'ai eu l'idée de faire le livre, j'ai relu tous les principaux ouvrages. D'accord. Donc, il y en avait 3 ou 4. Et puis, j'ai bien repris des notes. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, j'ai trouvé d'autres idées aussi. J'avais peut-être déjà l'idée de 6 chapitres. Et à force d'en lire d'autres, de lire d'autres livres, en fait, j'ai augmenté. Et puis, il y a des chapitres qui ont été subdivisés parce que sinon, c'était trop long. Bref, voilà. Et jusqu'à arriver à 11. Et c'est ce qui veut dire que tu as beaucoup de références bibliographiques dans le livre. Oui. Parce que comme des études scientifiques et tout ça, j'imagine que tu fais beaucoup de références peut-être aux découvertes. Alors déjà, tu es obligé, parce que si tu veux un minimum de crédibilité, je pense que tu peux pas inventer, ça. Donc oui, il y a une bibliographie dans le livre à la fin. Il y a aussi un petit disclaimer. Je pense que c'est important de le citer pour dire qu'en fait le livre a été écrit à partir de l'état actuel de la connaissance de la science. Bah oui. Et qu'évidemment t'es pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle découverte. Ça restera. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a dans le livre restera juste, mais peut-être qu'une date qui était fixée à, je sais pas, parce que je donne quelques dates dedans, peut-être qu'une date qui était fixée à moins 55 000, elle va être avancée ou reculée. Ça n'aura pas vraiment d'impact, mais c'est juste pour le. Quand il y a un petit peu de science, il faut quand même le border. Et après, il y a énormément de recherches business aussi. C'est-à-dire que j'ai pas fait que des recherches sur la partie, on va dire, scientifique. Il y a énormément de documentation business. Des références à des livres, des références à des études peu connues d'ailleurs. J'aimais bien aller sourcer un peu ça, des trucs qu'on voit pas partout. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de retours, gens qui me disent « Ah mais je savais pas et tout, c'est trop bien ». Et il y a un énorme travail de documentation, ça c'est clair. Il y a beaucoup de documentation, mais je partage tout. Donc s'il y en a qui veulent aller explorer plus loin, ils peuvent parfaitement aller gratter un peu plus loin. Mais c'est une grosse partie du travail, c'était ça quand même. Bah, sachant que en plus, tu as toi ce que tu as réussi à faire, et bravo pour ça, c'est justement d'avoir posé les mots et d'avoir créé les passerelles et les analogies entre cet univers-là et celui de l'entrepreneuriat et du business. Et en fait, c'est ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça qu'on doit te remercier, parce que tu as fait cet effort-là de nous le restituer pour nous, les lecteurs, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouve que c'est comme forme d'apprentissage, c'est extraordinaire, parce que l'éducation est beaucoup remise en question. Avec notamment toujours la même chose, les IA, tout est en train de se faire remettre en question sur comment on apprend les choses. Et là, je trouve que tu viens de nous apporter une innovation majeure. C'est que désormais, apprendre l'entrepreneuriat et les disciplines du business, du marketing, de la concurrence, comme on t'a évoqué, etc. Eh bien, ça va se faire sans douleur entre guillemets, parce que c'est passionnant. On va se plonger là-dedans, et puis en fait, on est pris dans le truc, et si tu veux, ce que tu nous indiques dans ton livre, et ben finalement on le retient d'autant plus facilement que, tu vois, il est associé à cette histoire de l'évolution et de l'humanité et tout ça. Et ben ça, c'est un peu comme quand tu étais à l'école, tu sais, tu retenais toujours l'anecdote plus que le cours lui-même. Et je suis partie un peu de ça, c'est ça qui m'a motivée, c'est que, on dirait, moi personnellement, je lis des livres business, mais souvent je les trouve chiants. Je trouve qu'il n'y a qu'une seule idée développée sur 250 pages. Et ça, c'est ce qui est énormément sorti de mes entretiens. Franchement, c'est souvent la même idée sur tous les livres américains. Alors, il y en a des super, hein, mais c'est beaucoup remâché. Et quand t'es quelqu'un qui a besoin d'aller un peu plus vite, ou d'avoir une idée un peu, on va dire une vision un peu plus globale, eh bien, tu t'ennuies. Tu retiens que la moitié et tout. Et c'est du coup ce que je ne voulais pas.
dans ce livre. Je voulais qu'il y ait beaucoup d'idées, les idées essentielles à retenir, pas parce que des fois c'est un peu gadget, quoi. C'est pas nécessaire. Et aussi le truc de te dire, je vais apprendre en m'amusant, avec des histoires. Et quand on te raconte une histoire, en fait... Storytelling, ouais, bien sûr. Storytelling, alors ça porte... J'ai découvert par la suite que ce principe d'utiliser une discipline et de créer un lien avec l'autre pour faciliter l'apprentissage, ça porte un nom. Wow. Figure-toi, je vais le partager comme ça, nous apprendrons tous un truc qui s'appelle le pattern thinking. Alors, je ne sais pas en français ce que ça... Donc, pattern en anglais, c'est un peu les schémas, et c'est comme si tu... Ouais. Et donc ça s'appelle comme ça. C'est un mode de pensée. C'est quand tu vas utiliser, c'est comme si demain tu fais, je sais pas moi, tu mets en parallèle, tu fais un livre business qui relie le chef d'orchestre, le rôle du chef d'orchestre et le business, qui pourrait s'y prêter relativement bien d'ailleurs. Hein, je dis ça au hasard. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc je ne savais pas que ça s'appelle comme ça. Je te le livre comme ça. Nous partageons tous. Très intéressant. Et puis en plus, Sandy, c'est pas de l'ordre de la métaphore. Ça n'a rien à voir avec de la métaphore. C'est pas une histoire qui métaphorise ce qui s'est passé. Non. Toi, c'est vraiment des choses qui sont survenues sur scientifique. L'histoire nous dit ça, et toi, t'as fait le lien avec le fameux pattern thinking. T'as fait le lien avec ça. Donc c'est pas genre j'illustre. Non, c'est pas inventé. C'est pas du tout inventé. C'est pas une métaphore. C'est vraiment la liaison et l'analogie. Avec la discipline entrepreneuriale et du business. Yes. Tu nous as parlé de quelques éléments de ton chapitre, notamment sur la concurrence. Mais Sandy, alors, moi je vais te faire pitcher. Donne-nous envie là de se précipiter, soit en ligne, mais sinon dans une librairie, etc. pour acheter le livre. Raconte-nous, c'est quoi le pitch? C'est quoi le pitch du livre alors? Alors, le pitch du livre, c'est déjà le sous-titre du livre, c'est adopter les stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise. Donc, ça porte vraiment, ça résume tout. C'est vraiment la promesse. Les stratégies de Sapiens, c'est qu'est-ce qui a fait que Sapiens est l'espèce qui a survécu et prospéré, parce qu'en fait, on n'a pas juste survécu, on s'est quand même répandu partout dans le monde. On est aujourd'hui près de 9 milliards. C'est plutôt une réussite. Alors après, chacun peut... On a réussi jusqu'ici. Voilà. Moi, c'est jusqu'ici. Maintenant, je ne sais pas à l'avenir. Et c'est sur quoi je vais m'appuyer. Pourquoi? Donc, on va analyser 11 stratégies qui ont fait qu'aujourd'hui, on est là et pas d'autres. Donc, ça parle de quoi? Stratégie égale 11 chapitres, Sandy, dans ton livre? 11 stratégies égale 11 chapitres. Alors, je dirais que le 11e, c'est peut-être celui où il y a plus un côté réflexion vers le futur. Et une ouverture sur le côté, ce que tu évoquais, le côté climat, écologie, tout ça. D'accord. Oui, et futur. Et donc on va évoquer les stratégies qui sont sur le développement des avantages, comment je développe des avantages concurrentiels, l'occupation du territoire qui est pour moi quelque chose de central. C'est clair. Et l'occupation du territoire, alors je vais pas spoiler, mais c'est le territoire physique, mais aussi le territoire émotionnel. On parlait de positionnement tout à l'heure. Clairement, c'est un des enseignements piliers pour moi dans ce livre. Il y a aussi, j'ai fait un chapitre qui est rigolo parce que ce chapitre-là, je m'attendais pas à ce que ce soit un de ceux dont on me parle le plus. D'accord. C'est quelle est la différence entre une stratégie de repli et une stratégie de recentrage. Et ça, c'est particulièrement pertinent dans l'époque dans laquelle on vit, où on est dans un climat de forte incertitude. Alors, on est toujours en incertitude. Hein. Ça, c'est la constante, c'est l'incertitude, c'est la norme. Et il y a juste des moments où il y a encore plus d'incertitude que d'autres. Et là, on est dans une période où on a un plus haut niveau d'incertitude. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, mais il y a des organismes qui mesurent l'incertitude dans le monde. Ça existe aussi. Et à ce moment, c'est plutôt élevé. Et donc, quelle différence entre une stratégie de repli dont tout le monde parle et qui, spoiler alert, va te précipiter très probablement vers l'extinction, et une stratégie de recentrage. On parle également de technologie. C'est comment j'utilise Juste avant de passer à la technologie, tu parles de repli, recentrage et pas conquête, en fait, stratégie de conquête, non? Si, mais en période de très très... Alors je vais t'en parler parce que ça mérite... En période d'incertitude, yes. Tu as deux options. Si tu prends une stratégie néandertalienne, par exemple, tu vas te replier, c'est-à-dire que tu vas
te renfermer sur toi-même. Croqueville. Et il y a une partie des Néandertaliens qui ont fui vers, on le sait, qui sont partis vers l'Espagne. Ok. Ils n'ont jamais rencontré de sapiens, ceux-là d'ailleurs. Ils sont restés juste en Espagne. Ils fuyaient le froid, notamment, parce qu'il faisait très très froid. Et probablement, comme il y avait sapiens qui arrivaient, ils se sont dit, bon, c'est un moyen de les éviter aussi. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu t'isoles de tout le monde, quand tu coupes tout? Quand ils te coupent du reste. Tu deviens consanguin en tant que... Voilà, Et oui, tu deviens en tant consanguin. qu'espèce, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc la consanguinité, c'est quand même un des trucs les plus dangereux pour. C'est plus dangereux que des attaques de bêtes. Je veux dire, Oui. tu ne te reproduis plus, tu reproduis en plus C'est ça. des êtres qui sont Au niveau malades de l'ADN et tout ça, oui, voilà. c'est- Donc- Et donc tu finis par t'éteindre. Ce qui est arrivé. Du coup, ils se reproduisaient moins. Ils se reproduisaient moins et ils ont fini par s'éteindre. Extinction de l'espèce. Donc le repli Pas bon. sur soi-même et Pas une bonne idée. c'est pas bon. Ne faites pas. Mais le repli, c'est ce que font les entreprises qui, en période de crise, coupent Oui. tout. On coupe Les tout. On budgets arrête d'investir, pubs, etc. on arrête Oui, de tout à fait. recruter, on arrête d'investir. On se met, moi, ce que j'appelle la PLS. En fait, tu te mets en PLS, t'attends que ça Ouais, passe. Le problème, c'est c'est que la PLS peut se transformer en coma, peut se transformer en mort très vite. Oui, c'est vrai. La stratégie de recentrage, c'est quand tu restes sur un territoire, il y a des périodes où tu peux pas aller conquérir. Il y a des Ouais, périodes t'étends, où t'étends déjà tout le temps, sécuriser ton territoire, c'est déjà vachement Ouais. bien. On peut, Mais on dans peut ces cas-là- demander à l'Empire romain ce qu'ils en pensent. Voilà. Exactement. Oh, bah, il n'y a pas que l'Empire romain, on en a vu d'autres, des comme ça, qui sont effondrés sur eux-mêmes. Donc, le recentrage, c'est OK, je vais pas chercher à aller empiéter chez les autres, tout ça. Par contre, ce que je fais déjà bien, là où je suis sur mon propre territoire, je vais y aller. D'accord. Je vais y aller, et c'est ce que, notamment, Homo sapiens a fait. Alors, pas forcément de manière délibérée, attention, lorsqu'il était encore en Afrique, qu'il n'était pas encore sorti d'Afrique. On te parle toujours de la sortie d'Afrique. En fait, Oui. pas du tout. Il s'est juste vautré des tonnes de fois où ils n'ont pas réussi, ils sont morts en route. Mais pas des tonnes, au moins, on en connaît au moins 2 ou 3. D'accord. Ils n'ont pas réussi. Et donc, OK, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés là à mourir sur place. Ils se sont répandus dans toute l'Afrique, D'accord, sur ouais, c'est leur ça. propre territoire. Ils se sont... D'accord. Mais ils se sont beaucoup reproduits. D'accord. Donc, c'est à l'échelle d'une entreprise, ils ont beaucoup investi, ils ont occupé leur... renouvelé, Là, ils ont renouvelé l'espèce et donc, C'est ça. comme tu dis, ils ont Ils ont gardé leur diversité. D'ailleurs, c'est en Afrique qu'il y a la plus grande diversité génétique sur les populations en Afrique. Et c'est ce qui a permis après à Homo sapiens d'être suffisamment robuste le jour où ça a pu se faire pour sortir d'Afrique. D'accord. Et ça, alors, le chapitre est plus complet. Là, je t'ai fait un résumé, mais très bien. Ouais. je sais que j'ai eu un retour là-dessus en me disant « Ouais, j'avais pas vu sous cet angle. » Je sais, Tout à fait. Très intéressant, très intéressant. Bah écoute, et c'est bien ce que je disais au début, c'est-à-dire que ça s'était jamais fait jusqu'à présent, et donc encore une fois, bravo parce que tu as été vraiment chercher comme ça des analogies et des passerelles qui sont très intéressantes et très instructives. Tu vois ce que je veux dire? On va s'en rappeler d'autant plus. Là, tu viens de faire un cas d'école là. Tu viens de nous raconter, tu vois, ça y est, on l'a retenu. C'est que sous couvert de l'extinction de l'espèce, de l'évolution, du repli et du recentrage, ça y est, on a l'idée business qui est retenue, qui est associée. Après, je t'aide. Hein. Derrière l'anecdote, il y a aussi quelles questions je dois me poser par rapport à ça et quelles sont les actions à mettre en place par rapport aux problèmes que j'ai pu observer. Parce qu'après, tu vas pas... Bien sûr. Chaque lecteur va pas forcément se retrouver et identifier un problème à chaque chapitre. Il y a des chapitres que tu liras et tu dis c'est bon, de ce côté-là, je suis clean, tout va bien, je fais ce qu'il faut. J'ai l'impression que on n'est pas là non plus pour que tout le monde soit désespéré à la lecture du livre, au contraire. Ouais. Et alors après, Et du coup, t'as fait les outils, la technologie et ainsi de suite, les fameux 11 voilà, chapitres, la technologie, j'en parle pas mal. L'acculturation, la technologie. Il y a un chapitre aussi qui parle de est-ce qu'il faut innover en premier. Ça, c'est un de mes gros chevals de bataille. Et parce qu'en fait, tu te rends compte que est-ce qu'il faut forcément innover soi-même? Est-ce que le premier, c'est forcément bon? Est-ce que l'innovation technologique, c'est la seule innovation valable? Est-ce que la technologie a vraiment de valeur pour elle-même ou elle n'a de valeur que si elle se répand vraiment? Ouais, je veux dire, appliquée, mise en œuvre. Ouais. Exactement. Donc il y a aussi un sujet sur l'acculturation et il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Là, j'avoue que je me suis éclatée à écrire ce chose. Ouais. Je me suis éclatée à tous les écrire, honnêtement. J'ai pris énormément de plaisir. Je pense que ça se sent chez les gens qui le lisent que je me suis vraiment éclatée. Mais il y a des sujets qui me touchaient tellement parce que de par mon expérience, parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais pour ceux qui me connaissent, moi j'ai une agence marketing, on accompagne des entreprises en B2B et notamment des entreprises innovantes.
Bon, bah, j'avais les deux pieds dedans. Il y a des cas réels de clients d'ailleurs. Alors, il y en a qui sont anonymes, il y en a qui sont pas anonymes. D'accord. Pour ceux qui ont accepté. Ils ont accepté d'être cités, etc. Oui, non, j'ai pas cité sans leur accord. Génial. Et après, il y en a qui sont anonymisés parce que c'était nécessaire, mais qui sont des cas réels par contre. D'accord, génial. Et ça donne encore plus de poids et de caution à ce que tu racontes à ce moment-là et ce que tu nous apprends dans le livre. Ouais, génial. Bah écoute, j'ai essayé. Non, mais moi je pense que c'est un essai gagnant, on va dire. C'est pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que les retours sont très positifs. Maintenant, je suis forcément biaisée. Oui, j'aime ce livre et j'en suis fière, mais ce qui compte, c'est surtout l'avis des gens qui le lisent. Yep, c'est sûr. Alors, ce qui va être intéressant, vous connaissant, c'est que derrière cet ouvrage va être pour toi l'occasion de créer énormément de contenu, de snacking content, comme on appelle ça, pour redistribuer ce contenu-là à tout ton entourage, à ton audience, à ta communauté. Donc ça, c'est aussi très chouette dans le futur. J'imagine que en bonne marketeuse, vous avez tout prévu déjà pour décliner ça et utiliser ça. Alors, je te dirais pas qu'on a tout prévu. Alors, pour le coup, c'est pas même si ce livre il fait partie d'une stratégie, soyons honnêtes. J'ai pas juste écrit un livre pour me faire plaisir. Pour me dire je suis gravé dans la postérité. Ça fait partie de la stratégie. Oui, mais l'idée aussi, c'est que ce soit cohérent avec le business, tout soit cohérent, avec qui je suis, et notamment avec qui je suis, c'est-à-dire que c'est dans mon binôme avec Laurie, mon association avec Laurie, c'est moi qui porte. Alors, le livre, est bien sûr, fait partie de la stratégie de l'agence, mais Laurie n'ayant pas cette passion particulière. C'est toi l'autrice, de toute façon, là, bien sûr. Voilà. Bon, après, par la force des choses, elle s'y connaît beaucoup parce que j'en ai beaucoup parlé, qu'elle a relu. Tu l'as saoulée avec ça? Je l'ai saoulée, la pauvre. Elle a lu le livre, elle a relu le livre 3 fois, donc elle s'y connaît, elle le connaît très très bien. Mais c'est moi le porte-parole. C'est moi qui crée et distribue le contenu autour de ça. C'est normal. Mais ça sert My Marketing Experience, bien entendu. Yes. Ça sert le personal branding, ça sert tout d'ailleurs. Écoute, avant de passer à une seconde partie où je voudrais qu'on se penche tous les deux sur justement le travail que ça a été de produire ce livre, d'écrire ce livre, etc. Est-ce que tu voudrais nous donner, je dirais, une sorte de synthèse ou de quel est pour toi ce qu'on doit retenir? Évidemment, on va tous aller acheter le livre, mais si tu devais nous sortir comme ça la leçon ou le truc qui ressort de cet ouvrage que tu as écrit, ça serait quoi en fait? Est-ce que déjà c'est possible? C'est qu'il n'y a pas de survie. Ouais, c'est ça. Oui, je dirais qu'il y en a un. Il y en a plein, mais si j'en retiens des cas, c'est qu'il n'y a pas de survie, de développement et de pérennisation sans collaboration. Ah oui, très intéressant d'introduire la collaboration. Yes. Oui, seul, c'est compliqué. Ouais. T'iras pas loin, pas longtemps. C'est ça. T'iras pas très loin, pas très longtemps. Voilà, je dirais ça. D'accord. Pour moi, c'est ça. Et c'est la principale leçon. Non, il y en a plein, mais si je dois en retenir qu'une, c'est c'est celle-là pour moi. Oui, parce que en fait, en plus cette fois-ci, c'est pas galvaudé, il y va vraiment de la survie en fait. C'est pas de la survie et puis est-ce qu'on veut juste être dans la survie ou on veut être dans le développement et la pérennisation, parce que c'est vraiment. Moi, j'insiste souvent, on me dit c'est un livre pour développer son entreprise. Je dis ou non, c'est un livre pour savoir qui t'apprend à développer, mais faire durer ton entreprise. Parce que développer, lancer, développer, je dis pas que c'est facile, attention. Oui. C'est pas facile. Mais le vrai challenge, c'est de durer. Le fameux, tu sais, les fameux 0 à 1, il y a des entrepreneurs qui sont 0 à 1, qui sont très forts, mais après, qui savent pas gérer, piloter, grossir. C'est ça. C'est la difficulté, l'enjeu, c'est de durer et c'est aussi de ça qu'on parle. On parle de développer et de durer. Yes. Et c'est pour ça, donc, je boucle sur ce que tu la leçon, c'est que sans collaboration,
Ouais. Tu vas pas y arriver. Hein. Et toi, D'où le en mythe plus, qui me c'est saoule sur. Aujourd'hui, tout le monde te dit solopreneur, c'est réussir tout seul. Mais non, arrêtez les gens. Ouais. Non. Demander aux solopreneurs les plus successful, et il y en a quand même beaucoup. Hein, ils ont pas Clairement. réussi tout seuls. Clairement, ils sont pas du tout seuls. Ils sont avec des sous-traitants, avec d'autres freelances, Avec des partenaires. avec des collectifs de Une freelance, équipe. avec des partenaires, des agences, etc., des Ils prestataires. s'en cachent pas d'ailleurs, hein, ils mais sont- juste bien sûr, que bien on sûr, leur ils sont pas attribue tout le fait de réussir seul, ce n'est pas vrai. C'est un modèle, mais qui n'est pas je suis seul chez moi en autarcie et ne serait-ce que parce qu'ils ont des clients, ils sont pas seuls. Alors même s'il y a une évolution, alors là, toi qui es sur l'évolution de l'espèce humaine, etc. Alors là, on est en plein sur effectivement, toutefois, un solopreneur, je dirais, augmenté. Parce que par rapport à il y a quelques années quand même, avec l'arrivée massive et l'évolution très rapide de l'IA, oui, c'est vrai que beaucoup plus qu'avant, désormais, on peut faire beaucoup plus de choses en étant moins nombreux. Ça, c'est quand même une vraie réalité. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu Il faut ne pas collaborer. t'appuies pas C'est ça. sur d'autres alors personnes ou organisations, parce que quand tu es une entreprise, Oui. plus tu es grosse, plus tu vas t'appuyer plutôt sur des organisations que sur des personnes. Mais jusqu'à preuve du contraire, les organisations sont constituées de personnes. Hein. Donc, oui, il y a une transformation Oui. de nos modes d'entreprendre, de nos modes de travail. Je ne le nie pas. Mais il n'empêche que, que sans cette collaboration, tu iras pas loin. Mais ne serait-ce que parler à tes clients, ne serait-ce que étudier ton marché, ne serait-ce que questionner tes acheteurs, c'est de la collaboration. Je suis en train de penser, Sandy, qu'il est urgent de lire ce livre parce que il restitue des centaines de milliers d'années d'évolution, d'adaptation. Et aujourd'hui, en ce moment, on en a bien besoin parce qu'on est quand même à l'aube d'un chambardement à tous les niveaux de tout ce qu'on a atteint jusqu'à présent. Le social, le revenu, le travail, tout, les technos, etc. Aujourd'hui, moi qui suis un vieux pionnier, tu vois, moi je suis un néandertal de l'internet et des nouvelles technos, presque 30 ans d'internet dans les pattes et d'entrepreneuriat dans les pattes. Aujourd'hui, effectivement, on est quand même dans une période glaciaire qui est en train de nous tomber sur la tronche, parce que tout va être remis en question et tout va être détruit, pour être peut-être reconstruit différemment, mais qu'on prenne l'emploi, qu'on prenne les technos, la manière de travailler, le social, le revenu, la notion du revenu universel, avec l'arrivée, qu'on soit content, pas content, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'IA, aujourd'hui on la connaît comme du logiciel, un chat qu'on interroge à l'écrit. L'IA, c'est pas ça. Hein. L'IA, c'est l'IA hardware qui est en train d'aller dans tous les objets connectés. Ça va être de la robotique, ça va être du quantique. Et donc tout ça va faire que tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on avait atteint comme palier de l'organisation de la société, du travail, du capital, bah tout ça va faire waouh, le feu d'artifice. Va se transformer, va beaucoup se transformer. Va se transformer. Bah, du coup, il faut se poser des questions sur comment je m'adapte. Exactement. D'où plonger vite sur Homo entrepreneurus pour se dire waouh, tu vois, récupérer ce que tu as pu nous distiller comme méthode, la prise de recul, la collaboration qui est le point clé que tu pour moi, c'est un point central. Ouais. De nous évoquer. Je pense que l'erreur, c'est de se retrancher et de vouloir éviter les choses qui arrivent. Tu peux pas les éviter. Donc, tu fais face et tu collabores. Bon. Alors. Sandy, ce livre, il est disponible. Où ça ? Où est-ce qu'on le trouve ? Partout ? Bah, Fnac, partout librairie, sur il est dans les réseaux de distribution physique type Fnac, pardon. Fnac. Non, Fnac, je dois avoir un peu faim. Également en ligne, Amazon, Cultura, et dans les librairies aussi physiques. Alors, je pense qu'elles l'ont pas toutes, mais on peut la commander. On peut passer par Place des librairies. J'ai découvert ça. Et tu peux dire à ton libraire de quartier, est-ce que tu peux me commander ça et me le mettre à disposition ? Et c'est tout à fait possible. C'est tu es aux éditions Erol, c'est ça ou ouais. c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Hein. Édition Erol, exactement. Édition Erol.
Alors justement, ce que je voudrais, Sandy, si tu veux bien m'accorder encore un petit moment, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire des livres. J'avais vu une stat d'ailleurs qui est assez hallucinante, où il y avait un pourcentage énorme de personnes qui voulaient écrire un livre et qui le font pas toujours. Sandy, génial, on vient de découvrir qu'on a donc 11 chapitres merveilleux à se mettre sous la dent pour découvrir en fait l'évolution de l'espèce et s'adapter à l'entrepreneuriat. Tu nous as sorti le point clé qui est la collaboration, qui est pour toi un des éléments saillants de l'adaptation, l'adaptabilité et je dirais le travail à plusieurs, la vie à plusieurs. Donc ça c'est chouette. Je voudrais qu'on passe maintenant avec toi sur un sujet qui est mine de rien le sujet d'écrire un livre. Je crois qu'il y a des études qui étaient sorties je sais plus, c'était un chiffre énorme, genre 80% tu vois des Français voulaient écrire un livre, veulent écrire un livre, c'est un truc comme ça. Et donc moi je voudrais que tu nous partages si tu as envie ton expérience de cette écriture de livre, le côté éditeur, mais c'est quoi écrire un livre, ça se passe comment là on a dit c'est les éditions Erol qui est une maison d'édition très réputée et très connue, je crois d'ailleurs assez spécialisée dans les livres business, je crois, il me semble. Ils ont aussi de la littérature, ils ont une section business, mais ils ont aussi des romans. Différentes sections de l'éditeur, oui. Hein, c'est ça. Hein, ok. Ouais. Donc toi, dans ton cas, tu es entrepreneur depuis pas mal de temps. Est-ce que pour autant, quand tu t'es lancé dans l'écriture de ce livre, est-ce que tu as eu comme ça un coup de stress de te dire waouh, ça marche comment d'écrire un livre, de produire un livre tu vois, tu connaissais le monde de l'édition, oui. Toi Pas du tout. Alors pas du tout. Mais alors, vraiment absolument pas. Alors moi je crée du contenu depuis 15 ans. Ça, par contre, c'est pas quelque chose qui est nouveau de créer du contenu, mais la création de contenu, on va dire digital, au travers d'un podcast, au travers de vidéos, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, voilà, ou les posts sur les réseaux sociaux. J'ai une newsletter aussi. C'est pas du tout la même chose que écrire un livre. Bien sûr que t'es dans le contenu, mais c'est pas le même format, c'est pas les mêmes codes du tout. Et c'est un format qui est long. D'accord, ce que ne sont pas des posts, par exemple. Donc, tu as tout à fait raison de le souligner. C'est pas parce que j'avais cette expérience d'entrepreneur et de créatrice de contenu que me dire ok maintenant j'écris un livre. Allez, hop. Je me suis dit easy, facile, pas du tout. Ouais. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai demandé à une coach en écriture qui s'appelle Anne Beson de m'aider. De m'aider à structurer ça. Et en fait, son aide a été de me dire... de t'accompagner. De m'accompagner sur, OK, c'est quoi le pitch ? Comment ça s'inscrit dans ta stratégie ? Quelle est ta cible ? Alors, c'est pas elle qui répond aux questions, attention. Bien sûr. C'est moi, mais c'est quelqu'un qui t'accompagne dans ses premières étapes pour structurer te donne le fil conducteur du projet, quoi. Exactement. En fait, un coach en écriture t'aide à structurer. En fait, c'est surtout ça. Ça t'aide à structurer. Alors, je ne les connais pas tous, hein, mais pour moi, c'est ça qu'ils font. Donc, c'est pas quelqu'un qui écrit à ta place. Ça t'a aidé, ça. Ouais. Ça, ouais. Oui, ça m'a aidé, ça m'a rassuré aussi, surtout, parce que sinon, t'as l'impression de partir en tous les sens. Surtout que je pense que tu vois de quoi je parle. T'es entrepreneur, t'as à peu près 12 000 idées à la minute, tu pars dans tous les sens. T'as pas d'expérience en plus, donc du coup, comme t'as pas d'expérience dans un truc, tu flippes parce que t'as pas trop l'habitude de pas avoir d'expérience sur un truc, dans un domaine. C'est vrai. Et en fait, ça m'a aidé à structurer, savoir où je voulais aller et me mettre en confiance. Maintenant, les faits sont là et je pense que toi qui écris, tu t'en es rendu compte. Au début, ce que t'écris, c'est de la merde. En fait, clairement, il faut. C'est nul. Il faut vraiment écrire et réécrire. Donc, on va mettre tout le monde à l'aise. Les premiers trucs sont nuls et impubliables. Voilà, il faut l'accepter. Alors, au début, quand tu l'écris, tu t'en rends pas compte. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai écrit, allez, on va dire 30% du livre, même pas.
peut-être 25% du livre avant le mois de juillet et 75% du livre entre Après. juillet et septembre. Ah, wow. Et quand en août, j'avais presque fini, j'ai regardé les premiers chapitres, je fais ah, ça va Ouais, pas être possible. J'ai ça dû va pas. réécrire les premiers chapitres. C'est pour ça que du coup, ça a mis un mois de plus. Alors, un mois, c'est pas énorme, mais comme tu t'améliores, c'est un process en fait. Ouais, hein, c'est très vrai. c'est un apprentissage. Comme tu t'améliores, au début, ce que tu as fait, c'est plus homogène avec le reste. Et c'est pas comme des vidéos YouTube où tu es obligé de publier la première ou des podcasts. T'es pas bon sur les premiers, mais tu les publies quand même. Ouais. Un livre, tu es obligé d'avoir cette homogénéité quand même. Ouais, c'est sûr. Et puis en Donc plus, voilà, au début, stress, j'ai demandé de l'aide. Et après, c'est de la discipline, de l'entraînement, de l'exécution, quoi. Et alors, Tout simplement. il y a la partie écriture d'un livre, mais est-ce que toi, tu t'es intéressé au côté production, distribution, enfin, tu vois, parce que moi, je suis comme toi, c'est à un moment donné, ok, tu vois les livres dans les rayons, mais comment c'est arrivé là, quoi tu vois, donc les éditions Erol, là, comment ça se passe? Parce que déjà, t'as l'éditeur. Comment t'as trouvé l'éditeur? Alors, c'est une bonne question. Moi, déjà, au début, je pensais l'auto-éditer. D'accord. Déjà, Donc, j'étais persuadée que ça n'intéresserait personne. Voilà, première chose. Parce que c'est un sujet qui, jusqu'à présent, n'intéressait pas grand monde quand j'en parlais. Et puis, avec ma coach en écriture, elle m'a dit, écoute, ok, on va le préparer. Je te promets qu'il y a des gens que ça va intéresser. Quand j'ai commencé à en parler sur LinkedIn, j'ai eu plein de gens intéressés qui m'ont... Donc là, j'ai validé... En fait, tu as une première validation de ton marché. Ça a bien fait réagir. Il y a plein de gens qui se sont portés volontaires pour répondre à mes questions pour ma petite étude persona. Donc ça, c'était hyper utile. Et c'est un moyen aussi de tester ton marché parce que tu sais où tu veux aller. Donc moi, je recommande honnêtement, pour s'il y a des personnes qui veulent écrire un livre business, de ne pas hésiter à aller à la rencontre de votre public lectorat cible pour les tester. Moi, j'ai posé des questions comme qu'est-ce que tu aimes dans un livre business et surtout qu'est-ce que tu n'aimes pas dans un livre business pour éviter de faire les erreurs, les trucs que les gens n'aiment pas. Ça a été vraiment hyper utile. J'ai construit le livre autour de ça. Je les ai aussi questionnés aussi en tant que dirigeant quels étaient les plus gros questionnements qu'ils avaient. Et du coup, les 11 chapitres sont aussi nés par rapport aux plus gros douleurs de ma cible de lecteur. Certains, je suis allée faire des recherches pour y répondre, pour répondre le plus en adéquation avec leurs attentes. Donc ça, vraiment, je le recommanderais. Mais toujours est-il qu'au départ, moi, je pensais l'auto-éditer. D'accord. Et puis, c'est un jour où, en discutant avec ma coach business, elle m'a dit, mais tu sais, qui est pro-auto-édition en plus, elle est vraiment pro-auto-édition, qui m'a dit, mais tu sais... ton livre, stratégiquement, ça pourrait être plus intéressant pour toi qu'il soit chez un éditeur. Chez un éditeur. Donc, j'ai expliqué pourquoi. Donc, moi, je dis, non, mais n'importe quoi, qui c'est qui... Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la stratégie de ce livre, l'idée, c'est évidemment, il y a une question de développer l'autorité, d'avoir un contenu qui est pérenne. Parce qu'aujourd'hui, les contenus... sur lesquels on travaille, qui sont des posts LinkedIn. Le podcast, c'est déjà plus long terme. La vidéo YouTube, c'est plus long terme. C'est éphémère. Hein. Mais on va dire que si tu regardes dans la durée de vie d'un contenu, alors évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est de l'ordre de quelques heures, quelques jours selon les algorithmes. T'as tout ce qui est autour des newsletters, ça peut être 1 semaine, 2 semaines. T'as le blog qui est déjà plus durable. Voilà, c'est ça. T'as les podcasts. Le problème, c'est que les podcasts audio, en termes de référencement, c'est pas encore waouh. Les podcasts vidéo sur YouTube, c'est déjà un peu mieux. Attends, on en est au début. À mon avis, sur l'audio, ça va arriver vite aussi. Et puis, t'as le format, mais ça reste des formats longs, mais où tu peux pas non plus dire tant de choses que ça. Et puis, le livre, c'est le format qui est le plus durable et où tu peux raconter le plus de choses. Ouais. Et dans l'inconscient collectif, le livre, il y a une sorte d'autorité. C'est ça. Les gens réalisent énormément que c'est beaucoup de travail. Moi, c'est un des trucs qu'on me dit le plus, c'est la quantité de travail. Donc, ils reconnaissent l'investissement que tu as fait. Donc, en termes d'investissement, tu es crédible. Et la maison d'édition, en y réfléchissant, ça me permettait de toucher une nouvelle audience qui n'écoute pas forcément des podcasts, parce que toi et moi, on est hyper biaisés, on est persuadés que tout le monde écoute des podcasts. Et quelqu'un l'autre jour me disait, oui, 30% des Français écoutent des podcasts. Je dis, mais
c'est une moyenne avec un écart type qui est colossal selon les catégories. Tu prends des podcasteurs, tu dois être quasiment à 100%. Tu prends des médecins, j'en sais rien, hein, je voudrais pas. Peut-être que des médecins, t'en as que 20% qui écoutent des podcasts. Peut-être que dans la finance, t'en as que 15%, et que chez les personnes qui sont branchées développement durable, t'en as 75%. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te fier à cette statistique. C'est très disparate, et en plus, disparate. L'audience est totalement morcelée par rapport aux plateformes de diffusion, etc. Donc, voilà. Obtenir les statistiques réelles, franchement. T'en as qui écoutent que de l'audio, t'en as qui regardent que de la vidéo. C'est hyper. T'as tout compris. Ce que je savais, c'est que y a une partie de ma cible, donc qui sont des dirigeants d'entreprises en B2B. Clairement, aujourd'hui, je les touche pas. Même si je suis active sur LinkedIn, même si j'ai une bonne audience, je les touche pas parce que c'est pas leur mode de consommation. Ouais. Et il y a aussi ce format plus durable que tu peux tenir, qui crée un autre lien avec ton. C'est vrai. Donc du coup, ça, l'objet, tu peux l'avoir en auto-édition ou en édition, puisque en auto-édition, tu peux. C'est un objet physique aussi, hein, ou digital. Tu produis le livre final réel, hein, de toute façon. Et donc. De là, j'ai réfléchi, je me suis dit, effectivement, une maison d'édition, stratégiquement, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis entrepreneur et marketeuse. Je ne sais rien faire d'autre. Donc, j'ai fait un pitch. J'ai fait un slide deck. J'ai marketé mon livre. J'ai marketé mon livre. J'ai fait un deck sur Canva, voilà, avec dedans mon étude de cible, mon étude de positionnement, mon étude de concurrence, la promesse du livre, un draft des chapitres qui allaient être dedans, même si c'est un peu bougé après, mais globalement les thématiques. Évidemment, dedans, j'ai mis en avant que j'avais des médias à moi, ma plateforme de promotion et de distribution. Très important. Plutôt ma passion de promotion. Mais bien sûr que c'est important, clairement. C'est hyper important quand tu arrives. T'apportes à l'éditeur un vrai canal de prise de parole, de communication, un relais pour la vente et la distribution. Alors, c'est un argument pour l'éditeur, mais j'ai envie de te dire que si demain tu veux pas passer par un éditeur et que tu veux faire de l'auto-édition et distribuer toi-même, de toute façon, c'est essentiel, à mon sens, de commencer par créer tes médias avant de créer un livre. J'en parlais récemment sur un podcast qui s'appelle Le pouvoir du podcast, d'ailleurs. Je ne sais pas si cet épisode sortira avant ou après, mais on parlait du rôle podcast et livre, et je disais, à mon sens, il vaut mieux créer un podcast avant de créer un livre pour t'assurer une audience, pour promouvoir ton livre. Il vaut mieux développer tes réseaux sociaux. En fait. T'as ton propre média et ta propre... Parce que si tu crées ton livre, mais que tu n'as pas tes médias pour le faire connaître, c'est difficile quand même. C'est plus difficile. Tout à fait. Alors moi, je fais la totale. Tu sais, moi, j'en profite pour avoir le podcast et la propre maison d'édition. Comme ça, au moins. Mais oui. Alors tout le monde n'a pas envie d'avoir sa propre maison d'édition. Mais si tu veux auto-éditer ton livre, et peut-être passer par ta maison d'édition d'ailleurs, d'auto-édition. Si la personne elle a déjà un podcast, une newsletter, pas obligé d'avoir un podcast, ça peut être une newsletter, ça peut être une communauté sur les réseaux sociaux. En tout cas, il faut qu'on appelle ça le truc une plateforme de promotion. Une plateforme de marque, une plateforme de marque, une plateforme exactement, et des médias. Au moins un média. Et donc, j'ai envoyé ce deck à 2 maisons d'édition. D'accord. Et les 2 maisons d'édition m'ont fait une proposition. Wow. Et du coup, j'ai signé avec les éditions Erol. J'en ai choisi une. Moi, je suis curieux. Ça ressemble à quoi ? C'est-à-dire que tu as un éditeur, tu as un responsable de collection qui dit OK, ça nous intéresse et ça va fonctionner comme ça et comme ça. Parce que ça marche comment en fait une édition ? Tu te fais recevoir en rendez-vous, en réunion, il t'explique un plan, comment ça va se passer. Alors, t'as un premier rendez-vous. Alors, je sais pas chez tout le monde. Je peux te dire les 2 que j'ai eu avec qui j'étais en interaction, on va dire. T'as un premier rendez-vous où tu parles à moi c'était une éditrice. Qui t'explique tout le process. En fait, elle t'explique comment tout se passe. C'est hyper pédagogique parce que je pense qu'ils savent très bien que, en tout cas que moi, je ne connaissais pas le milieu. Donc, comment ça se passe ? Ils te disent, le projet est intéressant. Moi, il m'a demandé d'approfondir juste 1 ou 2 trucs dans mon deck. Mais pas énormément parce qu'il était déjà quand même très très complet. Mais j'imagine que si tu arrives et que tu as moins préparé, ils vont te dire, ils te disent sur quoi tu dois bosser un peu plus. Après, ça passe en comité éditorial. Donc, tu as... Alors là, je les connais pas parce que t'étais pas là ce jour-là. Ils présentent ton projet et si le projet est validé, ils te disent OK, c'est intéressant. T'as un go no go quoi. Voilà. On t'envoie un contrat
Ils ont des contrats standards. Et une fois que tu signes le contrat, tu te mets d'accord sur une date de restitution de ton manuscrit, qui ne s'appelle plus un manuscrit, ça s'appelle un compuscrit. D'ailleurs, j'ai appris un nouveau mot. Un compuscrit. Bah oui, parce que computer, j'imagine, tu vois, t'écris plus à la main. Je trouve le mot très très vilain de toi à moi, je trouve ça affreux, mais moi j'ai toujours utilisé le mot manuscrit, je trouve ça un peu plus romanesque. Exactement, je préfère manuscrit aussi. Ouais. Mais on va dire que légalement parlant et juridiquement parlant, maintenant c'est un compuscrit. Et tu t'entends sur une date. Moi, c'est moi qui ai fixé ma date. Tu vois, on m'a dit à quel moment vous souhaitez le rendre. J'ai signé en avril, j'ai dit que je voulais le rendre en août. On m'a dit, vous êtes sûr? C'est très court. Je dis oui, je suis sûre, parce que je voulais qu'il sorte ou fin d'année ou tout début d'année. Et et honnêtement, ils m'ont pas mis la pression, par contre. Ils m'ont. Parce qu'après, t'as un rétro-planning qui s'enclenche. Non, alors, je sais que chaque maison d'édition ne travaille pas pareil. Moi, ils m'ont vraiment, ils ont été très très cool. Hein. J'ai dû envoyer un chapitre pour montrer un peu où j'en étais. Et puis même moi, j'avais besoin d'avoir un feedback pour savoir si j'étais dans la bonne direction, plutôt que de me dire, t'arrives à la fin et en fait, il y a rien qui va. Et en fait, voilà, ils répondent, ils te disent non, c'est très bien. Enfin, en tout cas, dans mon cas, que du feedback positif. Juste un truc un peu rigolo, je vais te confier l'anecdote parce que je pense que toi ça va te faire rigoler. La première fois que j'ai envoyé un chapitre, moi j'écrivais comme j'écris sur LinkedIn, tu sais, avec plein de sauts de lignes, parce que j'ai que l'habitude. Et donc je me souviens que mon éditrice m'a renvoyé un mail disant franchement le contenu il est top. Elle dit mais par contre on n'écrit pas comme ça les livres. C'est un paragraphe, une idée, un paragraphe. Donc en fait on fait pas des espaces comme ça. Donc voilà, tu vois, il t'aide aussi là-dessus. Après j'avais de l'expérience d'écriture, mais pas d'écriture de livre. Et quand j'ai vu que j'avais un peu de retard. Enfin, j'étais pas en retard, mais je voulais réécrire certains chapitres et arriver vers la deadline, j'ai envoyé un mail en disant mais voilà, je suis embêtée, je l'ai presque fini, honnêtement, il est presque fini, mais je suis pas satisfaite parce que les premiers chapitres sont pas au niveau de ce que je veux aujourd'hui et puis de ça. Et pas de souci. Quand est-ce que vous voulez le rendre? Donnez-nous une nouvelle date. Et j'ai dit 1 mois et 10 jours plus tard, et j'ai tenu l'engagement. 1 mois et 10 jours plus tard, j'ai bien restitué. Et suite à ça. J'ai eu un mail très rapidement, t'as un retour. Enfin, moi, dans mon cas, j'ai un mail très rapide, genre 2 jours plus tard, en me disant franchement, votre manuscrit, il est top. On a quasiment besoin de. Votre compuscrit, il est top. Ils disent manuscrit à l'oral, c'est dans le. Et là, par contre, commencent les relectures. Donc là, c'est la partie vraiment relou. Ouais, moi, j'ai pas adoré. C'est rébarbatif, ça. Ouais, c'est rébarbatif parce que tu l'as déjà écrit et donc c'est relu en interne chez eux. Il y a une personne. Donc là, c'était encore une femme, c'est une éditrice, Emmanuelle, que je salue au passage d'ailleurs, avec qui je pense que j'ai parlé tellement au téléphone qu'on pourra aller prendre l'apéro ensemble aujourd'hui. Donc elle relit et après ils font relire à 2 personnes extérieures qui n'ont pas le même rôle. T'as quelqu'un qui est sur la syntaxe, la grammaire et l'autre qui je sais plus quoi. Ouais, j'allais te demander, la relecture c'est quoi? C'est la relecture pour le fond, pas pour l'orthographe ou Alors, toutes les fautes d'orthographe, d'accord. Même si c'est terrible parce que tu as beau le relire, même moi j'en notais encore, mais c'est hyper humain. Et même avec l'assistance de l'ordinateur, parce que tu as écrit ça à l'ordinateur et tout ça, mais en fait c'est insuffisant. Ouais, mais c'est insuffisant. Non, franchement, ça remplace pas l'humain. Honnêtement, ça remplace pas l'humain. Ils vont te dire, dans mon cas, c'est par exemple, ce titre, il est un petit peu long, est-ce qu'on peut le reformuler comme ça? Mais c'est jamais aller au-delà de ça. S'ils estiment que il y a une source qui manque ou qui est pas assez pointue, donc ils vérifient tes sources aussi. Hein. Et si des fois tu t'es un peu gouré sur la note de bas de page, ils vont aller vérifier ça. Donc ça, c'est hyper précieux parce que sur 300 pages, voilà. Et après, tu dois toi-même valider ton épreuve. Et alors moi, quand je l'ai relu, j'ai été ultra pénible sur la qualité de l'écrit parce que je voyais encore des répétitions. Donc, j'ai fait énormément encore de modifs moi-même. Je pense que mon éditrice s'est arraché les cheveux. Mais je mettais un point d'honneur à ce que c'est pas parce que c'est un livre business que ça doit pas être niveau super bien écrit. Quoi. Gros niveau d'exigence. J'avais un gros niveau d'exigence sur l'écriture envers moi-même et envers aussi l'éditeur qui a fait toutes les modifications que j'ai demandées. Je pense qu'ils m'ont un peu maudite sur le coup, mais ils l'ont quand même fait. Et après, de là, ça part à l'impression. Et ça part à l'impression. Il t'explique un peu ce truc-là, le côté le façonnage, l'impression, la couverture, parce que mine de rien, il y a la couverture. Ouais. Alors la couverture, c'est encore autre chose. Ça a été. C'est encore autre chose. Oui, par exemple, moi, ce que j'ai appris, c'est que
un livre ne fait pas... ils prennent pas ton manuscrit, ils l'impriment. En fait, le livre doit tenir sur un nombre de pages spécifique, parce qu'en fait, c'est des immenses feuilles de papier qui sont ensuite pliées et coupées. Et donc, tu as un livre qui va être, je sais plus, genre 280 pages, ou alors tu vas passer sur un format au-dessus, mais tu n'as pas le nombre exact. Ouais, voilà. Et moi, je sais pas, attends, je vais te dire, moi, il fait 258 pages, mais tu as quelques pages, tu as une page blanche à la fin, et ils se sont débrouillés pour qu'ils tiennent sur 258 pages. Alors, si tu passes sur un modèle au-dessus, ça a l'air tout qu'il... bête maintenant qu'il est là, mais mine de rien, il y a aussi le choix du format. La taille, comment tu choisis la taille d'un livre? Les livres business, alors, c'est pas toi qui choisis. Ou c'est comment? Oui. En fait, moi, je rentrais dans une catégorie des livres business. Et en fait, si tu regardes les livres business des éditions Erol, ont absolument tous le même format qui est. En fait, c'est un format parce que moi, je suis hyper angoissée. Je fais mais quel format? Il faut que ça rentre dans un sac et tout. Ils disent non mais on a étudié la chose. Et en fait, c'est des livres qui se tiennent bien en main, mais qui se glissent dans des sacs. Pour éviter le côté pas transportable, quoi. Ouais, parce que mine de rien, la taille du livre modifie tes pages d'écriture. Tu vois ce que je veux dire? T'as X pages que t'as écrit, je sais pas comment, dans ton Word. Là, moi, j'écris sur du Google Doc. Du Google Doc. Et oui, après, en fait, j'avais aucune idée de combien ça faisait de pages, moi. Ouais, c'est ça. J'avais aucune idée de combien ça faisait de pages à la fin. J'en ai fait plus que ce qu'ils avaient demandé. Et donc, au début, quand ils ont dit, il est plus long. Mais on a cherché. Il n'y a rien de superflu, donc on garde tout. Honnêtement, ils n'ont pas du tout été pénibles sur le contenu. Ils n'ont rien censuré, ils n'ont rien modifié, ils m'ont laissé hyper tranquille. Et c'est l'éditeur qui te propose son graphiste ou un studio de graphique pour faire la couverture? Alors ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'était beaucoup plus compliqué. Ah oui, okay. Là, ça a été plus... c'est pareil quand tu as un niveau d'exigence, quand tu as une idée en tête, quand tu avais peut-être déjà une idée, c'est ça. C'est ton bébé, c'est ton image. Oui, le brief, c'est moi, toute la couverture, le brief, c'est moi, et par contre l'exécution, c'est eux. Il y a eu beaucoup d'itérations. Pour moi, ça n'allait jamais assez vite, mais un jour, mon éditrice m'a dit... je pense qu'elle avait raison, mais tu n'en as pas forcément conscience. Tu penses que tu es un peu le nombril du monde. Et elle m'a dit, mais Sandy, vous n'imaginez pas combien de personnes travaillent sur un livre, en fait. C'est que c'est pas juste vous, moi et une autre personne. En fait, il y a énormément de personnes. Et sur la partie couverture, il y a eu énormément. Tu as une personne qui se... Donc, déjà, il y a le studio graphique, mais le studio graphique s'occupe pas que de ton livre. J'imagine. Et voilà. Ils en ont d'autres à faire. Et c'est pas forcément ce que t'aimes toi, et c'est pas forcément la direction que tu veux, et voilà. Donc ça a été le plus compliqué pour moi à gérer, honnêtement. Ça m'a un peu fait transpirer. La couverture, c'est vraiment ce qui est visible, c'est le design. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est le packaging, quoi. Autant l'écriture, on va le lire, etc. Mais n'empêche que là, c'est la couve, quoi. Donc là, t'as un rapport assez. T'as une grosse pression. Oui. Et ça a été, voilà, c'est vraiment la partie qui a été la plus difficile à gérer pour ma part. J'ai pas pour tout le monde, mais pour ma part. T'as résisté à mettre ta photo. Tu voulais mettre ta photo, pas ta photo. Je voulais pas, mais non. Alors ma photo, elle est en 4e de couve, mais j'ai pas mis ma photo sur la couverture parce que ce livre ne parle pas de moi déjà. C'est pas un livre, il y a pas de biographie, il y avait pas de raison de mettre ma photo dessus. Ça tombait bien parce que ma maison d'édition ne tenait pas spécialement à ce qu'il y ait ma photo sur la couverture, donc on était tous d'accord là-dessus. Et par contre, j'ai dit, je voudrais ma photo en 4e de couve parce que comme ça les gens me voient. Et alors ils ont pas fait un pli, ils ont dit bien sûr, pas de souci. La photo sera sur la 4e de couve. Donc, à ce niveau-là, vraiment, aucun souci, mais quand même, ne serait-ce que de trouver les bons visuels, la bonne manière, la bonne typo et tout, ça a été un long process. Vraiment, ça a été un long process. C'est là où on voit que c'est un travail de minutie, c'est très minutieux, et c'est un travail qui touche à l'univers du graphisme, du design, et c'est très précis, en fait. Les gens... tu vois, dans le marketing, toi qui fais du marketing beaucoup, etc., mine de rien, une police, une fonte, un placement, une mise en page... C'est hyper important. C'est un truc, quoi. C'est un job, quoi. J'avais fait un brief comme ça, moi. J'avais fait un gros brief, mais après, c'est toujours pareil. Il y a un niveau d'exigence, mais je recommande à tout le monde d'être exigeant. L'exigence n'empêche pas la collaboration. Il y a des fois où tu vas
être en confrontation, en gros désaccord, ce qui est arrivé. Hein. Vous pouvez poser aussi la question à ma maison d'édition, ils vous tiendront le même discours. On a toujours été dans la collaboration, mais ça, hein. Oui, mais je pense qu'eux aussi, ils ont dû être frustrés à certains moments. Mais c'est aussi ça, travailler en équipe. C'est pas être toujours d'accord. C'est clair. c'est se challenger mutuellement. J'ai fait des concessions, ils ont fait des concessions, et on est arrivé à un résultat qui plaît à tout le monde et qui satisfait tout le monde. Donc c'est très bien. Ouais. Tout le monde j'ai que des retours positifs sur la couverture, mais après te dire les yeux dans les yeux, non, la couverture easy, ça s'est passé les finger in the nose, non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Et tu demandes à beaucoup d'auteurs, c'est ça. Est-ce que dans le processus d'explication et d'accompagnement qu'ils ont fait avec toi, vous avez parlé de la distribution, de la mise en magasin, Ouais. des dédicaces, le marketing, tu vois ce que je veux dire, le marketing de lancement d'un livre. Ben, ça, pour le coup, c'est Oui, oui. comment ils ont Alors, un département marketing, eux. Ils ont un Oui, truc, ils ont un département marketing et communication. Bonjour Elodie d'ailleurs, je lui passe Voilà. un petit coucou. Bah, une fois que le manuscrit part à l'impression, un petit peu avant quand même, on te présente, en tout cas je peux te dire comment ça s'est passé pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, hein. On te présente en fait à l'équipe qui va s'occuper de la promotion du livre. Ouais, c'est ça. Et là encore, tu as plusieurs personnes, on va dire que tu as plusieurs responsabilités différentes. Tu as la personne... Alors, pas forcément interlocuteur, mais moi, ce que je savais pas, par exemple, c'est que c'est ceux qui font le référencement sur les plateformes comme Amazon, Fnac, Oui. ce sont pas forcément les mêmes personnes qui font la communication. Tu vois, c'est vraiment des équipes séparées, avec des spécialités séparées. Ouais, le référencement sur notamment Amazon, c'est un truc très, très, très spécifique. Spécialité métier, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que en fait, on doit référencer ton livre bien avant sa sortie pour qu'il soit intégré sur les plateformes. C'est pour ça que moi, au mot Entrepreneurus, tu le trouvais dès le mois de novembre en précommande. Ou dès le mois d'octobre en précommande sur Amazon, ce qui me faisait transpirer, je comprenais pas pourquoi. Ouais, tu te disais, waouh. Voilà. Et en fait, on te dit, mais Sandy, en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est normal, tout est normal. Je fais, ok, d'accord, tout est normal. T'es pas habitué, hein, mais eux, ils savent très bien ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Et après, oui, à la communication. Ils s'occupent des relations presse, donc ils envoient des communiqués de presse avant. D'accord. Wow. Pour annoncer. Après, je sais qu'il y a aussi des présentations aux équipes de vente. Et ça, je crois que c'est le département édition qui le fait pour commencer à les pitcher. Et moi, je sais qu'il avait présenté, même l'été dernier, il présente les collections. Oui, Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle ça des collections, mais les sorties à venir. l'été, ils te disent, bah voilà, cet hiver, ce qui va sortir. Et ouais, ils font de l'animation des ventes, en fait. Et après, la communication, donc il y a les relations presse. Effectivement, il y a une séance de dédicace le jour de la sortie qui a été prévue. Mais ça, c'est l'auteur qui demande. Il te force pas à le faire. Hein. Si tu veux le faire, tu le fais. C'est pas obligé de le faire. Et donc, moi, j'en ai fait une dans la librairie Erol à Paris. C'est très sympa. Il y a eu pas mal de monde. Et après, si tu veux faire d'autres... Si tu veux en faire d'autres, moi je vais en faire une autre la semaine prochaine. Et bien en fait, ils se coordonnent. Mais c'est pas, par exemple, c'est des grossistes, c'est des entreprises extérieures qui s'occupent de faire la livraison, de prendre les commandes et de livrer. C'est comme des grossistes de livres. Alors, peut-être le mot c'est pas le bon, mais c'est des centrales d'achat de livres. Après, toi, Sandy, dans ton cas, maîtrisant la discipline du marketing. C'est moi qui fais le plus de promo. Et dans le marketing, il y a les 4 P, dont le P de promotion. Je dirais que t'es ta propre, tu vois, impresario de ta campagne de marketing, quoi. C'est pour ça que je te disais que tu sois édité ou que tu fasses de l'auto-édition, construire tes propres médias en amont. C'est vraiment ça qui va créer de l'attraction sur les ventes du livre, parce que moi j'avais une liste d'attente, j'ai envoyé pour les préventes, du coup ça a déclenché tout de suite des ventes. Je communique par newsletter, je communique sur LinkedIn aussi qui permet de faire connaître le livre, j'en ai parlé dans le podcast. Derrière, regarde aujourd'hui, tu as la gentillesse de m'accueillir sur ton podcast quand on discute, du coup ça fait aussi connaître le livre. Donc en fait, clairement en tant qu'auteur, il faut pas... Et là, vraiment, éditer, auto-éditer, on s'en fout. C'est même tarif, j'ai envie de te dire. C'est à toi d'aller parler de ton livre, d'aller le soutenir et le promouvoir. Parce que c'est toi qui l'as écrit, donc ta maison d'édition, elle peut envoyer autant de communiqués de presse que tu veux.
Puis en Si derrière, plus, t'es pas là pour en parler. tu le disais au cours de cette interview, il y a un phénomène de volume qui est gigantesque. C'est-à-dire Ben oui, il y a un paquet de livres qui sortent, que ce soit en littérature, en roman, etc. Mais dans les livres business, c'est Oui. pareil. Et il y a quand même beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de sorties. il y a du monde. Après, moi, je suis quand même réaliste. C'est mon premier livre. J'étais pas forcément attendue sur ce sujet. Je dis pas que c'est une prise de risque, mais en fait, si tu te mets à la place des maisons d'édition, tout est un risque. Donc, ils diluent le risque en sortant plusieurs livres. Si t'es un best-seller, t'as déjà fait plein de best-sellers, peut-être qu'ils vont t'accorder plus d'attention et te chouchouter. Maintenant, si c'est ton premier livre, il y a pas de souci, t'es bien traité entre guillemets, mais il y en a d'autres, il y a pas que toi. Et c'est normal. Bien sûr. Ouais. Et ça nous amène au succès et aux pépettes. Tu vas devenir riche avec ça ou pas du tout? Bien sûr. Ah bah là, je me fais déjà construire une maison sur une île. Alors non, les ventes de livres quand tu Écrivez édité, pas un livre pour devenir riche, hein, ça marche Non. pas trop. Hein. Pas sur les ventes du livre. Tu touches franchement 3 clopinettes. J'ai même plus en tête, mais je pense que c'est même pas 1 euro sur chaque livre. C'est vraiment rien. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit tu vas devenir riche. Je suis non. Alors déjà pour devenir riche en vendant un livre, faut être J.K. Rowling, faut ou une Amélie Nothomb, ou tu vois là on peut commencer à parler des riches. Faut du volume là. Voilà. Donc non, sur les ventes de livres, je ne deviendrai clairement pas riche. En revanche, l'idée dans la stratégie, c'est que ce livre serve de porte-drapeau et pour te faire connaître encore plus, assoit ta crédibilité et donc les revenus derrière viendront plutôt des indirect, bien sûr. Ce sont des revenus indirects. Ouais, là, je prépare et je vais bien sûr, mais beaucoup l'ont fait. Autour de ce livre, moi je compte, d'ailleurs je suis en train de le faire, développer des conférences. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer d'intervenir et de prendre la parole parce que clairement le sujet embarque, les gens accrochent et ça permet aux entreprises de véhiculer des messages en interne au travers d'un truc un peu plus divertissant. Donc c'est là plutôt que ça va se jouer. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je parle souvent, tu connais la pyramide de Maslow, avec les besoins primaires, secondaires, etc. Et je parle souvent de la pyramide de Maslow appliquée à la marque personnelle, à la réputation. Et en fait, le livre est tout en haut de la pyramide. C'est de tous les objets, de tout ce que tu peux faire en marque personnelle. En fait, le livre, pour ce que ça donne en notoriété, en réputation, en expertise, en fait, c'est vraiment la pointe de la pyramide, tout là-haut, quoi. Je l'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, c'est très pertinent. C'est par rapport à ce que tu peux faire par ailleurs, tu vois, des podcasts, une chaîne YouTube, etc., etc. Le livre, ça reste l'objet qui est le truc brillant, étincelant, qui est vraiment le Graal de la réputation et de la notoriété et de la marque personnelle, tu vois. Après, à titre perso, c'est celui sur lequel c'est le format sur lequel tu peux le plus partager une introspection, une réflexion, ta vision aussi. C'est aussi le format qui s'y prête le plus. Tu vas pouvoir beaucoup plus partager. Et quand je dis te dévoiler, c'est pas forcément te dévoiler à titre perso, parce que moi, honnêtement, vous apprendrez pas grand-chose sur ma vie. Quelques anecdotes, mais vraiment rien de caché et de secret dedans. Mais en revanche, c'est là où je partage le plus sur ma vision, mon expérience, mon expertise, et c'est là où on va le plus loin, en fait. Yes. Alors, deux questions avant de nous orienter vers la conclusion de cette interview, Sandy. Tu as dit que tu avais eu deux éditeurs, enfin deux propositions. Moi, je voudrais savoir comment t'as choisi et pourquoi t'as choisi l'un par rapport à l'autre, si tu peux. C'est quoi qui était important pour toi? Tu vois, je veux dire, quelle était la différence d'accompagnement peut-être? Je sais pas. Ça, c'est à ce stade-là, alors l'autre, la personne que j'avais eue était très très bien, très très gentille, vraiment top. Ça s'est joué sur plusieurs choses. La notoriété. D'accord. Erol était plus connu. L'autre est très connu aussi, mais une maison plus assise. L'autre aussi est connu parce que je lis beaucoup d'ouvrages de chez eux, et c'était aussi par rapport au catalogue qu'ils avaient, c'est-à-dire que dans le catalogue Erol, il y avait plus de livres qui étaient dans ma catégorie, on va dire, alors que l'autre maison d'édition en avait moins.
D'accord. Oui. Et donc, c'était plutôt sur l'expérience de travailler avec des auteurs, des primo-auteurs et des auteurs, on va dire, de ma catégorie. Je comprends. Et la réactivité aussi, c'était que il répondait vite, alors que l'autre maison avait répondu vite au début, et ça avait été un peu plus long par la suite. D'accord. Et c'était peut-être un concours de circonstances, peut-être que la personne était mal, voilà, je sais pas, mais voilà, il y a tout un ensemble. J'avais besoin de me sentir très très en sécurité. C'était mon premier livre. Oui. Et je me suis sentie plus en sécurité du coup. Avec la maison. Mais attention, l'autre maison d'édition, elle est, c'est une grande maison. Il y a plein d'auteurs très connus qui sont chez eux, voilà. Mais après, il y a une question de feeling, tu sais. Oui, bien sûr. Oui. C'est une collaboration. Et comme tu dis, je pense que c'est quand même important d'avoir énormément de réassurance, comme c'était ta première œuvre. Je pense que tu étais. Oui, et d'ailleurs, ils ont beaucoup joué ça. Hein, les fois où j'ai appelé en panique parce que il y a eu quelques moments où j'étais vraiment stressée. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ben oui, il y a ce côté. Oui, je me souviens un jour, j'étais en panique parce que je me disais, mais est-ce que les gens n'aiment plus lire? Je sais pas, je m'étais fait tout un truc. Est-ce que mon livre, les gens aimeront le lire? Et puis, il y a mon éditrice, c'est ce qu'on appelle une éditrice d'opération, Emmanuelle, que j'ai citée, qui m'a dit, mais Sandy, avec beaucoup de gentillesse, elle me dit, mais Sandy, en fait, vous savez, votre livre, il s'adresse à des gens qui aiment lire, qui savent lire, qui aiment se poser des questions, qui aiment être challengés. Donc, de toute façon, c'est votre cible à vous. Donc, j'ai adoré. J'ai beaucoup. Public, quoi. Ouais, elle dit, il y a un public. Ce sera pas tout le monde, mais il y a un public pour vous. Et c'était vraiment. J'ai beaucoup aimé qu'elle me dise ça. En fait, ça m'a énormément rassurée. Parce que des fois, en fait, tu flippes un peu quand même. Ouais, j'imagine. Alors justement, parmi les questions de la fin, Sandy. Comment tu te sens maintenant là? C'est quoi l'état dans lequel tu es là? Alors t'es en effervescence parce que il est sorti récemment là. Enfin, c'est en pleine. Il est sorti il y a 2 semaines. Ah, t'es en pleine action de lancement, de promotion là. Ouais, waouh, c'est cool. Et je me sens comment? Alors. Déjà, je crois que ça se dit, je me sens assez fière quand même, parce que je suis allée jusqu'au bout. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est pas grave, je le tente. Voilà. C'est une victoire, je suis fière d'être allée jusqu'au bout. Exactement. Je suis très surprise, pas surprise, étonnée, mais j'ai des retours qui sont juste incroyable. Dès le lendemain de la sortie, il y avait 3 avis sur Amazon. J'avais même rien demandé en plus. J'avais rien demandé. J'ai demandé, les gens à qui j'ai demandé, certains l'ont fait depuis, mais pas tellement en fait. Hein. Je pense que les gens attendent d'avoir lu le livre, mais il y en a qui l'ont lu très vite. Il y en a qui l'avaient lu un peu avant aussi parce que sur certaines personnes, ils ont eu le droit de l'avoir, certaines personnes, très peu, mais certaines personnes. Et il y a plein de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui me font des petits mots, qui m'envoient des messages pour me dire, mais franchement, j'adore. Hier soir, j'ai rencontré une multi-entrepreneuse, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'a dit, j'ai commencé à lire, elle dit, franchement, je l'ai acheté parce que je trouve ça juste exceptionnel, le sujet. Et en fait, comment je me sens aujourd'hui, je kiffe parce que je parle d'un sujet sur lequel je me suis beaucoup retenue de parler depuis très longtemps. Persuadée que ça allait persuader tout le monde. Que ça intéressait personne, alors que c'est une vraie passion. C'est quelque chose de très satisfaisant de te dire que tu peux partager des choses qui touchent les gens et qui les intéressent et qui les transforment, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont écrit pour me dire, j'ai lu ton livre et juste en lisant les 4 premiers chapitres, j'ai déjà eu des idées, j'ai déjà eu des prises de conscience sur mon entreprise. Génial. Ça, c'est génial en fait. C'est un des meilleurs trucs qu'on peut connaître, expérimenter. Donc comment je me sens? Voilà, excitée, fière, fatiguée un petit peu, même si ça va mieux parce que je me suis reposée. L'écriture, c'est pas forcément le processus le plus. Tu le fais, en fait, tu le fais avec régularité, alors que la promotion, c'est quand même, voilà, t'es obligé d'y aller. C'est intense, c'est intense. Pas obligé, c'est un plaisir, attention, mais c'est intense quand même. Si tu veux avoir de l'impact, bien sûr. C'est là que ça se joue. Mais voilà, comment je me sens pour l'instant. Plutôt positif quand même. Hein. Écoute, moi je t'envoie plein de félicitations parce que en plus moi j'ai commencé avant toi à écrire mes livres. Mais toi t'en fais plusieurs aussi. Oui, bon, c'est effectivement. Mais ça me paraît fou, moi, tu vois. je sais, franchement, le cheminement, je sais de l'intérieur hein, pour le vivre vraiment ce que c'est. Et donc, je te tire mon chapeau, Sandy, parce que tu as montré ici une exécution, une parfaite exécution d'une entrepreneur. Et donc, bravo, parce que je sais vraiment ce que c'est de l'intérieur.
Et donc, tous les soirs, entre 21h30 et 23h30. Moi, voilà, j'écrivais le soir. Exact. Ouais, moi, Toi c'est aussi, pareil. je crois, non? C'est pareil. Ouais, moi, j'écris le soir. Alors moi, c'est le soir, c'est la nuit, moi. C'est pas Ah non, que moi, le je soir. sais pas faire ça. C'est la nuit parce que effectivement les emplois du temps un petit peu compliqués, mais oui. Les gens se rendent pas compte. Hein, si je peux partager ça avec toi, d'ailleurs, ça peut intéresser éventuellement notre audience. J'ai écrit plusieurs livres, comme tu l'as dit, dont un livre business, c'est une chose, mais je me suis mis à écrire un roman de SF de prospective sur l'IA. Et alors d'ailleurs c'est assez intéressant, Sandy, parce que c'est sur le futur de l'humanité. Donc c'est le prolongement C'est la suite de mon entrepreneur. c'est la suite. Et en fait les gens se rendent pas compte que quand tu es sur des disciplines qui sont aussi inconnues, c'est-à-dire que quand tu projettes à aussi loin, tu sais absolument pas, t'as aucun référent en fait, hein, t'as pas de référence, tu vois ce que je veux dire, t'es vraiment dans l'inconnu. Et les gens se rendent pas compte, mais quand je plonge dans des séances d'écriture, j'ai un mal de chien à émerger et à revenir à la normale, tu sais, un peu comme si t'es un acteur de cinéma, tu prends un rôle. Je plonge dans l'écriture, ça te remue parce que t'es dans de la SF, hein, sur de l'IA, tu vois, à plusieurs, c'est le futur de l'humanité, hein, c'est pas 2050, hein, c'est vraiment très loin, parce que je voulais pas avoir de contraintes et de barrières intellectuelles de l'IA telle qu'on la connaît actuellement. Tu vois. Je comprends. Donc j'ai adopté le modèle roman parce que dans le roman, en gros, j'ai aucune contrainte. T'as pas de limite. D'idées, de limites, d'imagination, sauf que pour le coup, quand tu prends les différents sujets que je traite, à savoir la société, le capital, le revenu, la transformation humaine, etc. Je te dis même pas, tu plonges là-dedans. Et alors quand je dois arrêter ou revenir à la réalité entre guillemets, je peux te dire tu sors de ton monde en fait. Waouh, j'ai vachement de mal, et donc je te rejoins sur le fait que quand on est entrepreneur comme on l'est tous les deux, oui, c'est pas facile de se dire allez hop, je vais écrire mes 250 mots, mes 300 mots, mais tu vois, c'est compliqué quoi. C'est de la discipline comme le sport. C'est de la discipline comme le sport, je dis ça, mais je n'ai jamais eu la même discipline pour le sport que ce que j'ai eu pour l'écriture. Mais c'est vraiment la même chose. Est-ce que ça t'a donné envie? Alors, tu nous as déjà donné une illustration qui est que, et bravo, tu veux en faire un cycle de conférences, et ça c'est génial. Est-ce que ça te donne envie d'en écrire d'autres, des livres? Tu te dis que potentiellement tu vas en écrire d'autres? Pourquoi pas? Oui. Ouais, là, je le ferai pas cette année, ça c'est sûr. Pas tout, non, pas de... En fait, je taquine ma sœur et associée Laurie. On était venus ensemble la première fois. Oui. Parce que on a fait les 5 premières années de My Marketing Experience, on a donc fait 2 enfants chacune, alternés, une fois l'une, une fois l'autre. Et je lui dis, les livres, ça va être pareil. C'est une fois l'une, une fois l'autre. Donc maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour. Voilà. Yes. Alors, peut-être j'en écrirai d'autres. J'ai aimé l'activité, le processus créatif, ça m'a plu. Là, j'ai pas forcément d'idée sur quoi le faire. Enfin, c'est un peu vague, mais ouais, pourquoi pas. On va déjà faire grandir celui-là. Oui, non, bien sûr. Là, on s'occupe de celui-là. Oui. Je rappelle Homo Entrepreneurus. Tu peux nous le montrer, Sandy? Ah, attends, je te montre. Ah, il est là. Voilà, Homo Entrepreneurus, voilà. Adopter les stratégies de Sapiens, c'est génial. Merci, on a passé un excellent moment. On va tous se pencher là-dessus parce que sur l'entrepreneuriat, sur l'évolution, l'adaptation, l'adaptabilité plus que l'adaptation. Oui. L'adaptabilité, d'une certaine forme d'agilité et de collaboration qui est le point clé que tu nous as évoqué. Eh bien, je pense que dans notre quotidien d'entrepreneur et même d'humains et de professionnels, je pense que il y a énormément de leçons. 11 chapitres, hein, je crois, c'est ça, Sandy? 11 chapitres. C'est ça, 11 chapitres. Voilà, disponible partout, hein, Amazon, Cultura, les librairies, vous pouvez le commander. Effectivement, il y a un principe, hein, ça on l'a pas précisé, mais il y a ce qu'on appelle un référencement sur des plateformes de distribution de livres avec tous les libraires de France et de Navarre. Et donc, même si le libraire, évidemment, de quartier n'a pas le livre en question, il peut parfaitement passer commande sur la plateforme et le livre arrive en plus très vite. C'est 2-3 jours même pas. Et le livre comme arrive, Amazon, etc. je vais te dire.
Donc ça Absolument. fonctionne plutôt très bien. Ça s'appelle Place des librairies d'ailleurs. Hein, voilà. Bon, exactement. Merci Donc, de les citer. Je pense que c'est important de les citer aussi. Oui, c'est toute une. En fait, c'est toute un écosystème. Hein, le monde du livre, Absolument. le monde de l'édition et de l'auto-édition d'ailleurs, hein, parce que les deux formules sont possibles. C'est vraiment un écosystème avec un certain nombre d'acteurs et notamment dans la partie distribution, la partie plateforme de distribution pour pouvoir rendre le livre accessible à tous. Et je pense que c'est vachement bien parce que je pense que les dernières études ont montré que les jeunes générations lisaient pas beaucoup. Donc si pas énorme. Donc bon, si on peut les faire revenir au livre, c'est pas mal. Tu vois, c'est intéressant. Tout à fait d'accord. Hein, Sandy, écoute, voilà. Comme la dernière fois, c'est ton deuxième passage sur Je ne perds jamais. Écoute, l'accès ici, il est garanti à vie. Je te l'avais dit la première fois. Je passe. Avec grand plaisir. Viens nous raconter d'ici quelques temps, justement les résultats, peut-être la conférence quand tu l'auras goupillée ou mise en œuvre. Eh bien, viens nous raconter ça, la conférence. Et puis nous, on va te suivre partout sur les réseaux sociaux. Sandy Jacobi. My Marketing Experience, voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les gens pourront se référer à ton autre interview. Mais si n'oublions pas que avec ta sœur, Laurie, vous êtes une entreprise de marketing externalisé. Hein, c'est ça, hein, Sandy, hein. De conseil de services en marketing B2B, voilà. Oui. Yes. Bon. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Sandy, et merci pour l'invitation, merci pour l'échange, merci pour les excellentes questions, toujours hyper pertinentes. Merci pour nous, merci à toi parce que je te dis, moi je suis vraiment très heureux que tu aies réussi à mettre des mots, tu vois. C'est pas évident ce que tu as fait, c'est que tu as vraiment mis des mots sur, tu vois, des choses qui sont difficiles, l'entrepreneuriat, la vie des entreprises, les évolutions. Et là, je pense que tu vas être d'une aide précieuse pour aider les gens parce que les disciplines sont complexes, encore une fois. Les disciplines sont complexes. Les Absolument. disciplines de la marque, de gérer son branding, de gérer une entreprise, une évolution d'entreprise, les marchés, la concurrence, c'est des choses qui sont très complexes. Et ce que tu comprends pas, tu le fais mal. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, grâce à ton livre, grâce à Homo Entrepreneurus, retenez bien le titre, eh bien, on va avoir cette capacité à apprendre, tu vois, et comprendre plus facilement des disciplines complexes pour justement obtenir des résultats. Donc, tu as fait une œuvre très très intéressante pour ça, pour le monde de l'entreprise et les dirigeants et les entrepreneurs. Eh ben merci Patrick, merci beaucoup. Merci Sandy. À bientôt sur les réseaux. À bientôt. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.